Bonjour, je vais vous présenter la prochaine intervenante. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir Vera Mikhailovich-Dickman, maître de conférence en interculturalité à Télécom Paris, école d'ingénieurs de l'Institut Mines Télécom et de l'Institut politique de Paris. Alors, elle est aussi membre du laboratoire de recherche SLAM, Synergie Langue, Art et Musique. Titulaire d'un doctorat sur Henri Michaud, en histoire et sémiologie du texte et de l'image, elle se spécialise dans l'œuvre de l'artiste Michaud, qu'elle découvre par hasard à Tours lors de ses études de licence et qu'elle poursuit en maîtrise. En Afrique du Sud, elle avait fréquenté William Kentridge et joué avec lui dans une pièce mémorable, Ubu Rex, Ubu Roi, bien sûr, mais inspirée d'Alfred Jarry. Elle a organisé en 1999 une rétrospective de l'œuvre picturale du poète Michaud à la Whitechapel Gallery de Londres. Merci Penny. Donc je dis bonjour à toutes et à tous et je tiens d'abord à remercier les organisatrices et organisateurs de ce prestigieux événement de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Je vais en effet parler de deux artistes qui ont explicitement intégré le hasard dans leur démarche. Mais nous verrons que le hasard a seulement une place qui servira une intentionnalité plus profonde. Je poserai aussi la question « Pourquoi moi ?» quand nous sommes d'abord étonnés parce qu'il nous arrive à nous. Quelle probabilité de connaître ces deux artistes majeurs, l'un du XXe siècle et l'autre du XXIe siècle, de deux pays si éloignés, la France et l'Afrique du Sud. Même si le calcul mathématique des probabilités s'adresse au futur, il se base sur une complexité causale, rétrospectivement disponible, et sur un constat d'inattendu, d'improbable au préalable. C'est un peu ce que j'ai appris ici hier, n'est-ce pas Jean-Louis? J'évoquerai donc des nouveaux départs, un peu par hasard, et je vous inviterai à laisser rêver une ligne pour vous conduire au cœur de l'art contemporain et à la place nécessairement laissée au hasard. Il faut lui faire confiance, oui, mais jusqu'à quel point? Lorsque j'ai été invitée à parler du hasard dans l'œuvre d'Henri Michaud, poète et peintre sur qui j'avais fait ma thèse, j'ai voulu inclure un des plus grands artistes de ma génération et de mon pays, l'Afrique du Sud, mon pays d'origine, et vous l'avez deviné, il s'agit de William Kentridge. On verra que cette place fondamentale laissée au hasard n'est pas un hasard, ce qui peut susciter le mépris de l'art contemporain, car vu comme fainéantise, a bien une dimension intentionnelle, sans pour autant être le résultat de la volonté. Donc j'ai relevé le défi de réunir ces deux géants en un coup de dé, deux géants, deux artistes au cœur du hasard, mais il restera beaucoup à dire. Et je vous laisserai avec des ressources à la fin. Donc commençons par les probabilités. Henri Michaud, d'accord? Quelle probabilité de rencontrer l'œuvre de Henri Michaud, puis l'homme? Donc en Afrique du Sud en 1975, la probabilité de rencontrer l'œuvre était très faible. Il fallait venir en France. Et pourtant en France, j'ai rencontré l'œuvre à Tours, comme a dit Penny, tout à fait par hasard. C'était le seul poète pas encore choisi au séminaire de poésie lors de mon arrivée en janvier 1976. Et pourtant, c'est cette œuvre Mouvement qui a changé ma vie et qui a conduit à l'étude de l'œuvre intégrale et à la rencontre de l'homme, très improbable d'ailleurs, vu sa réputation de reclus. Pour William Kentridge, analysons la possibilité de la rencontre de l'homme, né à Johannesburg comme moi, à peu près le même âge, étudiant à la même faculté, l'université de Witwatersrand, inscrit au même club de théâtre. La probabilité était haute, en effet. Mais l'œuvre n'existait pas encore. Alors, quelle probabilité de rencontrer tous les deux
à Paris, alors que je vivais en Afrique du Sud. Il fallait déjà que Kentridge et moi soyons à Paris, comme Michaud. Ce n'était pas une pure coïncidence. Mais revenons à nos artistes. Les deux ont en commun d'être artistes par hasard. Si nous commençons par Michaud, en 1920, il abandonne des études de médecine à Bruxelles, puis part en tant que matelot pour l'Argentine. Là, le navire fait naufrage, sauf qu'il était déjà descendu à Rio, car l'équipage faisait grève et par solidarité, il quitte le navire. Donc, coup de chance, il a la vie sauve, mais il est déçu et il rentre en Europe. Par contre, il quitte la Belgique et se trouve à Paris. Il s'installe, prend des petits boulots, il ne veut surtout pas écrire. Et il déteste la peinture, encore plus de cette abominable réalité. Il ne connaît pas encore Klee, de Chirico, Ernst. Mais petit à petit, il signe des poèmes et des essais sur son époque, sur les rêves, sur Freud, les surréalistes, Chaplin, l'origine du monde, laissant libre cours à son imaginaire et au détournement de la langue française, avec laquelle il disait se battre. En 1929, héritage, décès de ses parents lui offre le moyen pour voyager. Est-ce encore un coup de chance? Équipé d'un journal de bord et un crânelet de croquis, il part pour les pays les plus lointains les uns que les autres. L'Équateur, l'Asie. Il en publie les récits. Mais c'est la rencontre de la Chine qui va transformer l'écrivain en peintre. Elle transforme son regard et l'encre de la plume devient celle du pinceau, plus légère, plus signifiante. En 1938, Henri Michaud s'annonce peintre et expose rue des Beaux-Arts pour la première fois. Quant à William Kentridge, il étudie l'histoire et la politique à Johannesburg. Et en 1975, comme a dit Penny, nous jouons ensemble dans Uburex, qui est une adaptation par Malcolm Perky de Uburoi, la pièce de Jarry. Donc, Alfred Jarry, comme vous le savez, est à l'origine de la pataphysique, la science des solutions imaginaires, les solutions particulières, les sciences des exceptions. Donc, c'est un réveil pour William Kentridge, c'est un choc, et en même temps, il avait étudié l'art depuis son enfance avec sa mère. Il fournit l'affiche de la pièce, et il étudie le français, avec ma mère d'ailleurs. Mais il déteste la peinture à l'huile et à la couleur, et il ne se trouve pas bon. Donc peindre ne sera pas pour lui. Serait-il donc ingénieur, acteur? Il sera admis à l'école Jacques Lecoq et se trouve à Paris en 1981, quand j'arrive moi-même à la rencontre de Michaud. Après 3 semaines, il sait qu'il ne sera pas acteur, mais c'est une année décisive. Il découvre l'expressivité du corps dans le travail à masque neutre, ce langage des émotions qui traverse les barrières linguistiques. Il voyage à Berlin et il rencontre Dada. Donc il y a la pataphysique et il y a Dada, le mouvement Dada. Les collages, la coexistence de politique, science, littérature, société. Et plus tard, il va découvrir Méliès et les techniques de montage. Et avec le collage, le montage, le chaos, le KU, il fera œuvre. Je me suis amusée à trouver une photo d'époque. Il y a William Kentridge derrière, deuxième, voilà, vous le voyez, petit barbu, et moi devant, avec le chapeau. Et en plein milieu, Ubu, on dirait. Voilà. Donc, 81, Paris, le croisement de tous les hasards. Le poète Henri Michaud ayant lu, par curiosité sans doute, le mémoire intitulé « L'œuvre du phénix » d'une jeune étudiante sud-africaine que j'étais, son généreux « j'ai confiance en vous », me décide de partir. Et enceinte de 6 mois, j'arrive à Paris, où naîtra mon fils. Donc pour revenir à notre sujet, les 2 artistes se confrontent au même besoin de dépasser les limites de la langue.
William Kentridge découvre chez Lecoq l'expressivité, c'est ce que je vous ai dit, et vous voyez ici, dans le graphique pédagogique de Lecoq, une sorte de sémaphore corporel compréhensible de tous. Michaud, de son côté, rêve d'une langue universelle pour effacer les frontières entre les cultures, mais aussi entre l'homme et l'animal. Un alphabet qui servirait dans n'importe quel monde, l'autre monde, n'importe quel monde. Et les deux se tournent vers l'aventure de la ligne pour recommencer à zéro et pour relever l'invitation de Paul Klee. Accéder à la liberté et à l'essentiel, c'est ce qui compte pour Henri Michaud. Et bien qu'il passe à la peinture, c'est l'éditeur Albert Schira à Genève, pour son 20e volume des Sentiers de la création, qui commande à Michaud un ouvrage où il s'exprimerait sur le processus de création artistique et pourquoi se détourner de l'écriture. Donc c'est une ressource majeure, Émergence Résurgence, qu'on retrouve seulement aux éditions de la Pléiade aujourd'hui. Et il exprime son tournant ainsi. Moi aussi, un jour, tard, adulte, il me vient une envie de dessiner, de participer au monde par des lignes. Une ligne plutôt que des lignes. Ligne aveugle d'investigation, sans conduire à rien, sans rien cerner. Et puis, je trace des sortes de pictogrammes, plutôt de trajets pictographiés, mais sans règle. Je veux que mes tracés soient le phrasé même de la vie. Michaud ressent le besoin de se déconditionner pour mieux se connaître, pour accéder à la liberté, à sa vérité, à l'essentiel de son être. Il s'autorise cette recherche autodidacte, mais me dira plus tard que c'est Jackson Pollock qui lui a donné la grande permission. Quant à Kentridge, on le voit également lâcher prise et faire confiance au hasard. Dans cet échange avec mon compatriote et ami Dennis Hurson, ici présent, dans la première des 10 conversations publiées en traduction cette année sous le titre « À pas de panthère », Kentridge fait référence à la fois à Klee et à Henri Michaud. Et je vous invite à écouter ce que dit William Kentridge à Dennis Hurson. Dennis. Nous savons que Klee parlait d'amener une ligne en promenade. Et ce que Michaud a compris, c'est qu'il ne s'agissait pas d'amener une ligne en promenade, mais de permettre et d'espérer que la ligne t'amène en promenade. C'est la ligne qui va te guider. C'est le chien qui va te tenir en laisse. Donc il s'agit de laisser une place à l'inconscient et de faire au corps, comme le suggèrent et comme le proposent les neurosciences aujourd'hui, de faire confiance au corps. Merci Dennis. Donc celui qui a fait 10 conversations avec William Kentridge et a traduit À pas de panthère, dont on parlera plus tard. Avec William, en compagnie de William Kentridge. Vous l'avez vu, la ligne, n'est-ce pas? Comment vous l'avez vue?
Donc bien sûr, il y a un côté Chaplin, il était fan de Chaplin tout comme Michaud, mais qui aurait pu deviner ce que deviendrait cette ligne? En fait, la ligne ne devient rien, c'est une ligne après tout, mais elle finit par représenter un cheval à nos yeux, et l'acteur-dessinateur est oublié, et l'œuvre vit sa vie. Donc Michaud revient sur, Michaud revient aussi sur son processus libérateur et l'explique dans Mouvement, publié en 1951. Je vous montre juste rapidement comme ça, mais le livre était la taille, en fait, d'une partition musicale. Et j'avais l'impression d'avoir entre les mains et avoir commenté une partition musicale dans un cours de poésie. Je n'avais pas de choix que de le lire. C'est la peinture chinoise qui entre en moi en profondeur, me convertit. Des traits lancés, voltigeants, comme saisis par le mouvement d'une aspiration soudaine, et non pas tracés prosaïquement, laborieusement, exhaustivement, façon fonctionnaire. Voilà qui me parlait, me prenait, m'emportait. Et c'est après le décès de sa femme, dans un espace prêté par un ami, Jean Faucat, dans la banlieue parisienne, qu'il peignait feuille après feuille de signes. Il invite dans sa postface chacun à s'en emparer. Qui, ayant suivi mes lignes, sera induit par mon exemple à en faire lui-même selon son être et ses besoins, ira où je me trompe fort, à une vie nouvelle, ouverte, à une écriture inespérée, soulageante, où il pourra enfin s'exprimer loin des mots des autres. Donc, s'il y a bien une dynamique dans l'art contemporain, c'est parce que c'est cela qui entraîne. Et il y a peut-être une recette qui se résume à peu près à cela. Laisser de la place à nos émotions, que le hasard s'en empare. Investir son corps dans le processus de création. Se laisser libre choix du matériel. Effacer librement. Faire de la place au doute, à l'incertitude, à l'inévitable hasard. Et transformer le poids en légèreté et l'absurde en humanité. Comme par hasard. Mais reprenons les étapes pas par pas. Le hasard n'est pas sans émotion. Nous pouvons suivre cette découverte de Michaud et son expression de comment il s'en empare. À quel moment ai-je cessé de dessiner au pinceau? Du temps s'écoule avant que je me serve de l'encre avec son gêne. Enfin, un jour, j'y vais carrément. Par geste saccadé, je la fais déboucher en flot de la bouteille ouverte. Qu'elle se répande maintenant. Et de reprendre, au mouvement de colère qu'il suscite en moi, je le reprends, le divise, l'écartèle, l'envoie promener. La grosse tache naturellement baveuse, je n'en veux pas. Je la rejette, je la défais, je l'éparpille. Les grands gestes aident naturellement à exprimer de grands dégoûts, de grandes exaspérations. Ils sont expressifs. Mais c'est l'interaction entre le médium et le support qui décide de la forme finale. Les fruits du hasard et la reprise de contrôle en fin de processus, pour citer Frank Libovici. Vous l'avez vu, il faut investir son corps dans le processus de création. Kentridge crée en se déplaçant, tel un acteur dramatique sur scène. Ses gestes contrôlés, esthétiques, mais il crée debout, face au mur, à plat, sur une table. Il monte et descend des marches avec une caméra. Il se dédouble, il s'accroupit par terre. Il expérimente comme un scientifique en laboratoire. Il échange avec ses collaborateurs. Son studio est une scène de théâtre, un laboratoire rempli d'outils, d'objets mécaniques variés et étranges. Une même forme peut réapparaître dans un film, imprimé sur un décor ou un costume, ou encore accroché sur un mur, puis devenir une gravure, ou prétexte à être déchirée et recomposée, jetée ou collée. Elle ne sera jamais figée, elle sera libre. Mais y a-t-il une posture à privilégier, une posture corporelle? William Kentridge aborde son travail au quotidien par le mouvement, la marche en rond autour du studio, autour de l'atelier.
Le corps est impliqué avant l'idée. Et faire le tour de l'espace va servir à l'échauffer jusqu'à trouver l'énergie pour poser la première marque. En conversation avec Dennis, il est d'accord pour dire que cela évoque pour lui le poème de Rilke, La Panthère. Il y a un vers qui parle de la panthère qui tourne en rond. C'est comme une danse de force autour d'un centre où se tient engourdie la volonté puissante. Ce centre est un vide où réside tout le potentiel créatif, imprévu, non planifié. La force qui va lui permettre soudain de saisir le moment et d'attaquer le papier. Donc Dennis en parle dans 3 conversations, mais Jordi Costa aussi à l'exposition à Barcelone. C'est une image clé, mais il faut penser, est-ce que l'atelier se présente comme une cage ou est-ce une ouverture? Pour Michaud, la posture corporelle se rapproche plutôt du tigre. Dans Idéogramme en Chine, il révélera « Abstraire, c'est se libérer, se désenlisser, l'absolue non-pesanteur. Une certaine peinture chinoise demande de la vitesse, ne peut se faire qu'avec la même détente soudaine que la patte du tigre qui bondit. Semblablement, le calligraphe doit d'abord se recueillir, se charger d'énergie pour s'en délivrer ensuite, s'en décharger. D'un coup, la main vide, support d'effluve d'un flux semblable à l'eau, eau, vide de forme. Ne plus imiter la nature, la signifier par des traits, des élans. L'écriture-peinture doit avoir une vertu tonifiante. Elle est une conduite. Donc l'atelier contrainte ou ouverture, pendant les Norton Lectures données à Harvard en 2012, William Kentridge aussi relève le défi de parler de son parcours de création, de ses méthodes, si l'on veut, de son histoire et philosophie. Il s'exprime sur l'atelier et l'importance du lieu, l'atelier comme une machine à altérer le temps. L'atelier est vital, aussi bien comme espace métaphorique que comme espace réel. C'est une manifestation physique de ce que nous avons tout le temps dans notre tête pour donner un sens au monde. Mais ce qui est très important, c'est que l'atelier devient un espace protégé qui permet l'incertitude et la stupidité, ce que je crois vital. Il en a même fait des affiches et imprimées sur des feuilles d'encyclopédie complètement aléatoires. A safe space for stupidity. Le slogan de l'atelier du travail de William Kentridge. Michaud aussi parle de ses... Alors voilà, là je peux vous montrer aussi dans l'atelier de Kentridge une photo que j'ai prise en 2015, qui pour moi est le pataphysicien à l'œuvre dans son labo à Johannesburg, et où on n'oublie pas donc cet ingrédient essentiel dans la recette, ce à quoi tient la dynamique des œuvres, c'est laisser la place à l'imprévisibilité, l'exploration, l'expérimentation, le choix d'exploiter l'accidentel, l'aléatoire et surtout faire de la place au doute, à l'incertitude, à l'inévitable hasard. Et ce sont les vérités inéluctables du quotidien de la vie qui intéressent nos artistes. J'ai pris cette photo en pleine action, mais Michaud aussi parle de l'importance du lieu, du terrain et du processus de la vie. La vie est un processus. Même un arbre est un processus. Une table peut être vue comme un simple objet ou un stade dans la vie d'un arbre. Il faut être fidèle à cela, et c'est ce que permet la technique d'animation qu'utilise Kentridge pour son œuvre, surtout dans le contexte d'apartheid, pour faire le lien entre ce qui s'est réellement passé, ce qui était possible, ce qui n'était pas connu, ce qui était connu, le visible, l'invisible, et le potentiel d'autres choses. Ce sont des films qu'il a fait aussi pendant des années, se libérant la parole et sa parole politique. Donc le refus de la ressemblance est importante, et d'autant plus importante que ne pas vouloir reproduire ou ne pas reproduire, ça semble paradoxal si on pense que les arbres sont toujours peints.
mais il n'y a pas deux arbres qui se ressemblent. Et quand ils sont peints avec le mauvais pinceau, ils sont encore plus arbres qu'avec le bon pinceau. Et combien d'arbres peuvent se ressembler? Là, les arbres des tropiques, les arbres dans la ville de Johannesburg, qu'est-ce qu'un arbre? Donc, on est bien dans le processus et dans l'accident, si on l'accepte. Je pense que, pour terminer, pour aller rapidement vers la fin, on peut dire que dans l'atelier contemporain, que ce soit celui de Michaud ou de Kentridge, il y a quand même entre le XXe siècle et le XXIe siècle des instruments qui n'existaient pas, donc que Michaud n'avait pas à disposition. Vous le remarquerez vous-même, l'ordinateur, le webcam, l'imprimante, le projecteur. Qu'aurait fait Michaud avec ses outils, avec ses possibilités, lui qui avait une telle envie cinétique, lui qui avait telle envie de vitesse et une telle envie d'avenir? Qu'aurait-il fait lui-même avec ses outils? Ce qu'on voit dans l'atelier de William Kentridge sont la possibilité toujours de ces rencontres improbables entre ce qui est en attente et ce qui va déclencher le dialogue et le sens. Donc l'atelier est un espace-temps qui attend le moment inattendu où ces objets, son entourage, les articles peuvent entrer en résonance et ensemble, le sens en surgira. Mais il faut savoir effacer, il faut savoir défaire, effacer à volonté, effacer, vous avez vu Kentridge effacer le fusain, vous avez vu qu'en effaçant, on voit l'invisible, on voit le temps. Michaud lui-même aussi avait besoin de faire la même chose, avancer par le chemin des désordres, de la sauvagerie, de l'annihilation, passer par la dissolution. Triomphe, il dit, par le ratage même. Je me dégage de ce que je hais le plus, le statique, le figé, le quotidien, le prévu, le fatal, le satisfait. D'accord. Plutôt l'envol, plutôt, donc, j'avais utilisé l'image du phénix pour lui, celui qui s'anéantissait à répétition pour ressurgir de ses cendres, et perpétuellement. Donc Adine Segalen, photographe parisienne, proche aussi de Kentridge, l'avait pris donc dans son atelier à l'œuvre avec 2 pinceaux, encre, papier, ordinateur, webcam et projecteur, en train de préparer Paper Music, le spectacle. Et en effet, les signes qu'ils sont en train de dessiner ressurgissent, projetés dans la salle de spectacle, imprimés sur les costumes. C'est pour vous donner une idée de la diversité des moyens utilisés par Kentridge et son combinatoire. Le montage, le collage et le combinatoire. Mais pourquoi faire? À quoi ça sert tout ça, de jouer avec le hasard? À quelle fin? Pourquoi et jusqu'à quel point lui faire confiance? Donc pour Michaud, ce qui est important, c'est de transformer la souffrance, le mal-être, en souffle. Transformer le mot en signe, en geste, en trait, en poids, en légèreté. Et c'est vrai que selon le médium, encre de Chine, gouache, aquarelle, papier japon, quand il change la taille du support, les interactions ainsi que la vitesse d'exécution changent aussi, le flux change, l'action et l'impression d'éphémère. Mais dans les livres d'artistes, quand les mots ne sont plus que des signes ou des traits, la lectrice ou le lecteur ressent la liberté et la légèreté de la musique et de la danse. C'était mon ressenti avec mouvement. Trait, notre thérapie, notre hygiène, notre périmètre de défense, afin de s'ouvrir à d'autres rencontres pour renaissance, offrant de nouveaux hasards, insignifiés par des traits. Donc c'est le refus de l'inessentiel. Et pour Kentridge, l'enjeu est tout autre. C'est de transformer l'absurde et les blessures de nos sociétés. Les rendre visibles puis les effacer. To undo, to unsay, to unremember, to unhappen. Faire prendre conscience de cette absurdité de l'apartheid qui a envahi, qui a
pourrit le pays, en fait, faire prendre conscience par des marionnettes géantes, des espaces de création scénique improvisés, mais aussi des performances sur des scènes de 200 mètres de long, comme The Head and the Load, ou des panneaux géants, Billboard Project, sur les autoroutes, une frise de 550 mètres sur les murs des quais du Tibre à Rome, avec le défilé de l'inévitable fanfare politique avec ses héros et ses faux héros, un absurde combinatoire imprévisible et transformé en art. Et vous pouvez voir d'ailleurs, William Kentridge, vous pouvez voir un défilé, More Sweetly Play the Dance, un défilé vidéographié au Musée d'art contemporain de Luxembourg aujourd'hui, même jusqu'au 30 août. Ce défilé animé rappelle la période Dada, parce qu'il explique qu'ayant été élevé dans une société pleine de violence et d'absurdité, j'ai très bien compris les dadaïstes et les diverses façons qui permettent à autant de personnes de trouver normale l'absurdité de la violence raciste. Je conclus, c'est qu'il s'agit, en effet, de collaboration aussi dans sa société, avec ses équipes. Et dans Dada, ce qui est spécifique aussi, c'est qu'il y a un sens d'ouverture et du possible et de glissement entre les genres et les matériaux qui permet d'aller d'une eau forte à une performance scénique, à un film, au départ de quelque chose qui se trouve dans le théâtre, dans un garage, un musée ou dans la rue. Donc le sens émerge de ces rencontres. Et si William Kentridge aussi utilise le mot, c'est sous des formes fragmentées, comme des extraits de chansons ou poèmes oubliés. Il découpe les phrases, les mots, les mélange, les rassemble, pas parce qu'il fait confiance au hasard en tant que tel, mais parce qu'il conçoit la création comme une lutte contre l'entropie, une lutte contre le chaos qui permet au sens de jaillir de façon inattendue. Et pour Michaud aussi, l'art tire de l'inertie. Donc, je vous laisserai simplement, bien sûr les citations sont tous dans les slides, mais je vous laisse avec simplement les biographies, si l'on veut, de Michaud et Kentridge d'une certaine façon, parce que à partir du moment où Michaud, en 1960, accepte le prix biennal, le prix Einaudi à la Biennale de Venise, c'est la reconnaissance qu'il est peintre. Quand bien même il a publié 3 volumes dans la collection de la Pléiade de poésie et d'écrits. Ces expositions ont voyagé en 2020, alors que nous étions tous en confinement, et sont revenus à Paris en 2021. Donc, au lieu de sa première exposition, et pour William Kentridge, il a reçu les prix les plus prestigieux, comme en 2019 le prix Premium Impérial japonais, pour son œuvre entière, les installations, les opéras, les œuvres géantes, tapisseries. Il est exposé dans les plus grands musées du monde et aussi est récipient de plusieurs doctorats. Donc, la question de est-ce que la vérité et la justice sont bons partenaires est une des questions qui posent par rapport à Ubud et l'Afrique du Sud. Donc on peut dire qu'à travers ce grand souffle de l'art, Kentridge propose aussi de nous libérer des choses matérielles et revenir à l'essence qui est l'humanité et qui est notre raison d'être. Voilà. Voilà, je voulais montrer s'il y a eu du hasard dans l'art, ce n'est pas par hasard, mais j'espère que j'ai pu démontrer ça jusqu'à un certain point. Le hasard est-il subversif ? Je pense que le hasard permet toutes sortes de libertés. Donc à partir du moment où on va conquérir cette liberté, on n'a pas à obéir à des règles qui sont sinon peut-être l'antinomie du hasard. Alors, un grand merci pour cette plongée dans le monde de 2 artistes qui partagent tous les deux finalement une même dynamique, qui sont devenus artistes par hasard, donc Henri Michaud et William Kentridge, qui intègrent explicitement le hasard dans leurs œuvres
et qui ont rencontré l'art finalement par hasard. Alors l'art, pour ces deux artistes, l'art laisse la place à l'imprévisible, au hasard, à la découverte, à l'émerveillement. Et ces artistes avancent par le chemin du désordre, de la sauvagerie également. La ligne joue un rôle primordial dans cette démarche, puisque la ligne est un espace de liberté. La ligne surgit, jaillit, dans encore une dynamique qui laisse beaucoup de place justement à l'imprévisible. Donc pour Michaud, cette ligne, finalement, c'est une manière de se défaire, de se départir de la pesanteur de sa propre souffrance, de sa propre malheur, alors que pour Kentridge, cette ligne, c'est également synonyme de légèreté, de liberté, pour montrer l'absurde de la société dans laquelle nous vivons, mettre en évidence cet absurde et de ce fait, par la démarche artistique, l'effacer. Donc ces deux artistes suivent une même dynamique et ont une vision de l'art, d'un art finalement où le support n'importe peu, puisqu'ils font à la fois, ils sont peintres, bien qu'au départ détestant la peinture. Ils mélangent la peinture, l'écriture, le théâtre, tout cela dans une même dynamique, donc qui vise finalement d'aboutir à un souffle libérateur, dans lequel le hasard joue un rôle prépondérant.